Voilà, monsieur, bonsoir. Entretien ce soir. On poursuit notre tour des candidats à l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. Vous le savez donc, parmi les candidats figure Bello Bouba Maïgari, leader historique de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, l'UNDP. Son programme de transformation du Cameroun se veut ambitieux, structuré et pragmatique. Il place la réconciliation nationale, la refondation institutionnelle et la relance économique au cœur de son projet. Pour en parler et mieux en comprendre les contours, nous recevons ce soir le sénateur Pierre Flambeau Ngayap, directeur de campagne du candidat de l'UNDP. Monsieur le sénateur, bonsoir. Monsieur On y va tout de go. Monsieur le sénateur, quel est le sens profond de votre candidat, que votre candidat donne à cette idée d'un dialogue national véritablement inclusif? Au-delà de la question du dialogue national inclusif, il faut comprendre la vision globale du candidat Bello. Comme vous l'avez remarqué, notre programme n'est pas un programme de changement, il n'est pas un programme de redressement. Le terme officiel qui est retenu pour le programme du candidat Bello, c'est un programme de transformation du Cameroun. Programme de transformation. Pourquoi de transformation? Parce que, vous savez, le mot changement il est galvaudé. Tout le monde veut changer, mais on ne sait pas ce qu'on veut changer. On ne sait pas en quoi on veut changer. Certains parlent de redressement. Vous savez que le redressement renvoie à quelque chose qui est tombé et qu'on veut relever, qu'on veut redresser. C'est sans doute une bonne idée de redresser ce qui est tombé. Mais le risque, c'est qu'en redressant ce qui est tombé, c'est qu'on se contente de le remettre comme il était avant. La transformation, c'est tout un programme. Il s'agit de transformer le Cameroun pour qu'il soit complètement autre chose. Voilà la différence entre changement, redressement et transformation. La transformation vise l'ensemble des secteurs de la société, aussi bien sur le champ politique, on va en parler, vous venez de poser la première question sur le champ politique, mais également, naturellement, sur le champ économique, qui vise à créer plus de richesses pour mieux les redistribuer. Voilà le sens réel et profond du programme de transformation du candidat Bello Bouba Maïgari. Maintenant, sur la question de la réconciliation. La réconciliation, pour nous, c'est un terme global. Le terme vise à la fois la réconciliation dans un contexte où le Cameroun est déchiré, où ses enfants ne s'entendent plus, où certaines parties du territoire sont en rébellion avec les autres. Ça renvoie déjà à un programme de réconciliation. Mais la réconciliation concerne aussi l'histoire. Depuis les luttes coloniales, depuis le 19e siècle, que le Cameroun a commencé à lutter contre la colonisation. Jusqu'au XXe siècle, des luttes contre le colonialisme toujours, mais visant cette fois-ci l'indépendance et la réunification. De nombreux compatriotes ont perdu leur vie, aussi bien pour la première lutte pour la libération que pour la seconde lutte pour l'indépendance. Tous ces Camerounais ne sont pas honorés jusqu'à ce jour. Vous voyez, la réconciliation, c'est tout cela. Réconciliation du Cameroun, aujourd'hui déchiré, réconciliation avec toute notre histoire et tous les héros de la lutte contre l'impérialisme et pour l'indépendance du Cameroun. Si on prend simplement le volet actuel de la réconciliation entre les enfants de notre pays qui ne s'entendent plus, le dialogue national inclusif vise à mettre ensemble tous les Camerounais, sans exclusive, qui veulent parler, qui veulent se parler,
qui veulent s'écouter. Le symbole, mais ce n'est qu'un symbole parmi tant d'autres, c'est la crise anglophone. Tout le monde convient que c'est le mot crise qui est approprié pour cette situation. Lorsqu'un pays est en crise depuis près de 10 ans, et vous aurez remarqué que c'est la plus longue crise que le Cameroun ait connue depuis l'indépendance. Crise sur un même sujet pendant près de 10 ans. Le Cameroun n'a pas connu cela. Et cette crise, à jour, n'est pas encore résolue, malgré des tentatives diverses, notamment en 2019, avec ce qu'on a appelé le grand dialogue national. Chacun comprend que à peine un petit bout du problème a été résolu. Il s'agit donc, pour cette crise anglophone, de la prendre par l'ensemble des contours de la crise et de mettre autour de la table tous les Camerounais qui sont concernés par cette crise. Pour ce faire, il faut commencer par, si on veut que tous les enfants concernés par la crise soient autour d'une même table, par libérer ceux qui sont privés de liberté. Il faut les libérer. Ils ne peuvent pas rester en prison et participer à un dialogue. Chacun comprend qu'il n'y aura jamais de solution avec une partie de ses compatriotes en prison. C'est donc une volonté politique majeure qu'il faut avoir pour les libérer, pour se mettre ensemble autour de la table et discuter tous ensemble. Il ne s'agit pas simplement de libérer ceux qui sont privés de liberté, mais de permettre à ceux qui également ne sont pas sur le territoire national, qui sont concernés par cette crise, qui sont parfois traqués, on ne va pas se mêler des procédures judiciaires, mais qui ont déjà en 2019 refusé de venir à ce dialogue parce que leur sécurité n'était pas assurée ni garantie. Voilà une deuxième catégorie de Camerounais qu'il faut mettre autour de la table dans ce dialogue que nous voulons réellement inclusif. Bien entendu, il y a ceux des régions anglophones qui sont restés, qui sont au Cameroun, soit dans ces zones anglophones, soit dans les zones dites francophones. Il s'agit pour nous d'arriver rapidement à une situation où on ne distingue plus les zones anglophones des zones francophones. Nous savons qu'aujourd'hui, non seulement à la faveur des déplacements internes, mais bien avant cela, de nombreux Camerounais venant de ces régions anglophones résidaient déjà dans les parties dites francophones. Beaucoup moins de francophones avaient fait le choix de résider dans les zones anglophones, mais ce brassage des populations dans les deux régions devrait nous amener, dans un avenir pas très loin, à ne plus distinguer les zones anglophones des zones francophones. C'est dire que les anglophones, parce qu'ils restent anglophones par leur culture, par leur histoire, par leur système éducatif, continuent à défendre ces valeurs importantes, même s'ils vivent dans les zones dites francophones. Ceux-là doivent également participer pleinement au dialogue national inclusif. Et comme il s'agit d'une question camerounaise, ceux qu'on appelle les francophones ont également leur place parce qu'ils doivent discuter, échanger, comprendre ce que nous reprochent les anglophones pour que, à la fin, ce soit une solution consensuelle camerounaise qui soit trouvée à cette crise anglophone. Vous voyez que cette description est loin de ce qu'on a vécu en 2019. C'est ce véritable dialogue national inclusif que propose le candidat Bello Bouba Maïgari. Sont concernés également ceux qui, par leurs actes, ont le sang sur les mains, viendraient à ce dialogue? Oui, tout à fait. Le fait d'avoir le sang sur les mains ne vous prive pas de votre dignité, de votre liberté d'expression. Voilà de quoi il s'agit. Tant que vous n'êtes pas décédé pour une cause quelconque,
vous avez des droits fondamentaux, on va certainement y arriver, c'est ce qu'on appelle les droits et libertés fondamentaux, dont personne ne peut vous priver. Même si vous êtes condamné, vous gardez le droit à la dignité, le droit d'expression, le droit de faire partager vos idées, le droit à l'information. Monsieur le sénateur, le programme évoque également une loi d'amnistie pour les personnes détenues pour délit d'opinion. Avez-vous déjà défini les contours? Je viens d'en parler. Cette loi d'amnistie, qui devrait être votée très rapidement, permet justement de libérer de prison les personnes qui sont condamnées pour leurs idées, ce qu'on appelle le délit d'opinion. Beaucoup y sont, y compris des journalistes. Pas pour avoir du sang sur les mains, mais pour avoir tenu des propos en vertu de la liberté d'expression qui n'ont pas plu à d'autres. C'est ça qu'on appelle le délit d'opinion. Ceux-là devraient rapidement être retrouvés leur liberté à la faveur d'une loi d'amnistie. D'accord. Le retour du premier président de la République unie à l'époque du Cameroun, le président Amadou Ahidjo, fait partie des engagements pris par le candidat Bello Bouba-Maïgari, le retour évidemment de sa dépouille au Cameroun. Y a-t-il une importance symbolique? Est-ce uniquement un acte politique? Dans quel cadre ce retour constitue-t-il un point fondamental pour l'avenir de notre pays? Cet acte est un trait d'union entre les générations et entre les générations d'histoire. Le président Amadou Ahidjo a été le premier président du Cameroun indépendant. Et un État indépendant, c'est quelque chose d'important dans l'histoire d'un peuple. Il a gouverné le pays pendant 22 ans comme président, 2 ans avant comme Premier ministre. Et dans cette Afrique qui renaissait au début des années 60, Ahidjo est parmi les chefs d'État qui étaient les plus respectés en Afrique, y compris parmi ses pairs. On ne refait pas l'histoire des années 80, mais ne serait-ce que parce qu'il a été une figure importante de l'histoire du Cameroun, personne ne comprend que sa dépouille soit encore aujourd'hui, plus de 44 ans après, toujours à l'étranger, au Sénégal en l'occurrence. Certains ont posé des conditions pour le retour de sa dépouille. On ne rentre pas dans ce débat. Le candidat Bello ne pose aucune condition au retour de sa dépouille. Il suffit simplement qu'il y ait une entente avec la famille, parce que la famille est également concernée. Mais au-delà de la famille, c'est l'État du Cameroun qui est au premier chef concerné par cet acte de retour. Et nous avons déjà des contacts qui montrent que la famille ne s'opposerait pas à ce retour, surtout avec les honneurs dus à son rang. Mais j'indique que même si ce retour sera accompagné du retour de son épouse et de sa fille qui sont décédés et enterrés près de lui, le plus important, c'est de poser un acte symbolique qui concerne non seulement l'ancien président Ahidjo, mais tous les héros de l'indépendance que j'ai rappelé tout à l'heure, et même avant, ceux qui se sont battus contre l'impérialisme, Rodolphe Douala Mangabel, pour ne citer que ceux-là, mais tous ceux qui étaient ses compagnons avant et après lui, et qui sont aujourd'hui des figures qui montrent que le Cameroun doit réhabiliter leur mémoire pour que nous nous réconcilions avec nous-mêmes, avec notre pays et notre histoire. Justement, au sujet de la réhabilitation des mémoires, vous avez refait l'histoire de l'entame de cette émission partant de la colonisation. Cette réhabilitation sera-t-elle simplement mémorielle ou institutionnelle, statut, monument, enseignement dans les établissements de la jeunesse camerounaise? Pour avoir beaucoup voyagé, nous constatons que dans la plupart des pays qui ont connu une histoire tumultueuse, que ce soit les grandes démocraties, l'Amérique, la Russie, les pays d'Europe, qui ont connu la Première et la Seconde Guerre mondiale, même déjà en Afrique,
qui ont connu le Rwanda des génocides ou d'autres périodes difficiles de leur histoire, l'histoire se cristallise par ce qu'on appelle la justice transitionnelle, dont l'un des éléments clés, c'est l'aspect mémoriel. Comment on se souvient de notre histoire? Par posant des actes visibles définitivement, des musées, des statues, des gestes réguliers. On peut instituer une journée nationale pour les héros. Donc ce sont des gestes qui sont permanents, qui permettra qu'on n'oublie jamais ce qui s'est passé. Donc pour tout cela, ce ne sera pas simplement des actes de réhabilitation politique à travers le vote d'une loi, mais des constructions à la fois physiques et morales, d'édifices qui permettront qu'on ne les oublie plus jamais. Pensez-vous que ces gestes contribueront fondamentalement à apaiser les tensions et qui sait peut-être à restaurer la confiance nationale? Pour ces héros de la lutte contre l'impérialisme et la lutte pour l'indépendance, je pense qu'aujourd'hui, dans notre pays, il n'y a plus de conflits sur la compréhension de ces périodes-là. Il y a peut-être eu encore récemment quelques discussions sur la réhabilitation de la mémoire de l'ancien président Ahidjo, mais pour tous les autres, il y a un consensus national pour réhabiliter leur mémoire. Donc je ne pense pas qu'il y aura une difficulté à ce que cela permette d'apaiser la conscience et le cœur de l'ensemble de la communauté nationale en vie aujourd'hui. Abordons à présent le volet réforme institutionnelle et renouveau démocratique, un volet contenu dans votre programme, avec cette annonce du retour du mandat présidentiel à 5 ans, renouvelable une seule fois. Pourquoi cette limitation est-elle essentielle? Elle est d'abord essentielle parce que c'est un contrat social que les Camerounais ont passé entre eux. On a souvent tendance à l'oublier. Nous, on dit retour. Nous ne disons pas institution du mandat présidentiel. Nous disons retour au mandat présidentiel à 5 ans renouvelable une fois. Ce mandat présidentiel de 5 ans renouvelable une fois a été adopté à la suite de la réunion tripartite de 1991. Au sortir de cette tripartite, parmi les réformes constitutionnelles adoptées par tous les participants, il y avait le principe de ce mandat présidentiel d'une durée de 5 ans, renouvelable une fois. Ce principe a été consacré dans la Constitution de 1996, validant ainsi le contrat social adopté à la tripartite. Ce contrat social a été unilatéralement rompu en 2008. C'est ça le problème. Vous convenez d'un accord avec l'ensemble des groupes sociaux, et puis, quelques années plus tard, seul, vous décidez de rompre ce contrat social. Nous demandons de revenir au contrat social initial, simplement. Maintenant, c'est ça qui est fondamental. Maintenant, on peut dire que c'est ça aussi le moteur de la démocratie. Des mandats limités et des mandats renouvelables une seule fois. Les grandes démocraties fonctionnent ainsi. On ne va pas les citer, on les connaît. Cela permet de nourrir ce qu'on appelle l'alternance. Même si l'alternance vient dans le même camp, mais déjà le fait qu'il y ait alternance, changement de dirigeants, apaise beaucoup de cœur dans un pays. Vous faites également de l'abaissement de l'âge électoral à 18 ans, un point pilier de ce programme. Est-ce que cela traduit une volonté d'inclure davantage la jeunesse, encourager sa participation réelle au processus démocratique? Par quel mécanisme allez-vous y parvenir? De nouvelles lois
pour l'introduire, l'inclure? L'abaissement de l'âge électoral est également un élément du contrat social de 1991. On a parfois tendance à l'oublier. Pour aller très rapidement, parce qu'on ne va pas faire l'histoire tout le temps de manière approfondie, en 1991, l'âge électoral était à 21 ans. La totalité des mouvements d'opposition qui étaient à la tripartite avait déjà demandé que l'âge électoral soit abaissé à 18 ans. Suivant à cela notre propre conviction, mais également suivant à cela la plupart des nations, notamment africaines, dont nous savons tous que la majorité est largement composée de jeunes. À 18 ans, on est majeur pour répondre à ces actes au plan pénal. On ne comprend pas qu'on ne puisse pas être majeur pour voter. En 1991, l'âge électoral n'a pas été rabaissé à 18 ans comme l'opposition le demandait, parce que par un tour de passe-passe, les gouvernants d'alors nous ont dit, comme nous avons deux positions qui ne se rejoignent pas, coupons la poire en deux. 21 ans contre 18 ans. Drôle de façon de couper la poire en deux. En coupant en deux, on arrive à 20 ans. On aurait pu dire, bon, vraiment, donnons le plus de chance aux jeunes, disons 19 ans. Ils n'ont pas voulu. Même 19 ans, on ne les a pas. On revient à notre revendication de 1991. Soubressant en cela ce que d'autres nations font depuis, aussi bien en Afrique qu'ailleurs dans le monde, on doit pouvoir donner aux jeunes la possibilité d'exprimer leur choix politique dès 18 ans. D'accord. Sur la question des libertés et des droits universels, comment garantir une justice véritablement indépendante dans un contexte où elle est souvent, monsieur le sénateur, perçue comme instrumentalisée? C'est simple, hein. Je pense que la réponse, la quasi-totalité des magistrats souscrira à cette analyse. Un magistrat n'est efficace que lorsqu'il est indépendant. Lorsqu'il rend justice en se posant des questions sur sa carrière, il hésite. S'il est assuré de son indépendance et de son inamovibilité, notamment pour les magistrats du siège, il rend la justice en toute tranquillité, en toute sérénité. C'est cette indépendance que chacun constate, qu'elle n'est pas donnée à tous les magistrats, parce qu'il y a une pression politique quotidienne, non seulement sur les magistrats du parquet, qui par définition relèvent du ministère de la Justice, mais également sur beaucoup de magistrats du siège, parce que leur carrière dépend d'un décret présidentiel. Sur votre magistère, le Conseil supérieur de la magistrature reste entre les mains du président de la République? Bien entendu, il n'y a aucun équilibre dans ce Conseil supérieur de la magistrature. C'est présidé par le président de la République, qui est d'un camp politique. Le secrétariat est assuré par le garde des Sceaux, qui est un ministre nommé par le président de la République. La plupart des membres de ce conseil sont du même camp politique. Quelques magistrats y sont, mais je viens d'indiquer que les magistrats eux-mêmes sont, pour la plupart, préoccupés par la sécurité de leur carrière de magistrat. Donc, ce conseil devrait naturellement, et la plupart des magistrats pensent comme cela, être réformé pour assurer aux magistrats une réelle indépendance. En quoi consisterait cette réforme? On ne va pas rentrer dans les détails maintenant. Quand vous lirez notre programme dans les détails, vous verrez qu'il s'agit principalement, d'abord, de voter des lois qui confèrent aux magistrats une réelle indépendance, et cela est possible à travers des mécanismes de garantie et de sécurisation de cette indépendance, mais également leur permettre d'avoir ce qu'on appelle l'inamovibilité pour les magistrats du siège, qui soit garantie, qui ne risque pas d'être mutés pour avoir rendu
une décision dans un sens qui ne plaît pas à l'exécutif. D'accord. La modernisation du code électoral est une revendication récurrente, d'ailleurs de pratiquement toute la classe politique, y compris de EDECAM actuel, qui, au fur et à mesure de ses rapports concernant les précédents scrutins, relève un certain nombre d'imperfections. Quelles sont les réformes précises envisagées par votre candidat? Les deux principes de la réforme du code électoral, c'est la transparence et l'équité. La transparence, c'est la capacité d'un système électoral à être compris et appliqué de la même manière par tout le monde, qu'il n'y ait pas de piège ou d'incertitude dans la loi. L'équité, c'est de mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. Nous sommes dans une campagne électorale actuelle. Vous voyez bien la différence de moyens entre certains candidats et d'autres. On ne s'attarde pas dessus. Chacun, quand il sort de chez lui, voit la différence. Et certains utilisent les fonds publics pour faire campagne. D'autres mobilisent de force les fonctionnaires pour faire campagne. Vous avez lu dans certaines décisions des équipes de la campagne d'un candidat qu'on mobilisait les préfets, les gouverneurs, les sous-préfets, les recteurs, les officiers supérieurs, les officiers généraux, j'en passe, et les ambassadeurs, pour faire campagne et cotiser officiellement des montants qui leur sont imposés. Faute de quoi, ils risqueraient de ne pas retrouver leur fauteuil. Est-ce ça l'équité? Non. De mobiliser les institutions de la République, y compris ses fonctionnaires, pour un candidat. Ce n'est pas de l'équité. Dans d'autres pays, et on compte y arriver chez nous, il faut assurer une réglementation, une législation de financement des partis politiques. Pas simplement dire que l'État alloue aux partis politiques tel financement proportionnellement aux résultats qu'ils ont obtenus, mais s'assurer que les partis politiques ne financent pas leur campagne au-delà d'un certain montant, pour permettre que tous les candidats à un même scrutin soient à peu près au même niveau de ressources. Beaucoup de pays ont des lois dans ce sens. Il suffira de s'en inspirer pour ne pas inventer la roue. Le débat sur la forme de l'État sera, selon le candidat Bello Bouba, soumis à référendum. Quelle option dès lors est-elle privilégiée? État fédéral, État unitaire décentralisé, comme c'est le cas, ou y aurait-il un autre modèle que vous entendez implémenter dans le candidat Bello Bouba Maïgari écoute ses compatriotes. Aujourd'hui, les deux courants qui sont les plus développés dans notre pays, c'est les partisans de l'État unitaire décentralisé et les partisans du fédéralisme. De nombreux Camerounais partagent l'une ou l'autre de ces deux formes de l'État. Il ne faut pas imposer une forme aux autres. C'est pourquoi la forme de l'État doit faire l'objet d'un débat, d'un large débat national, où tous ceux qui sont concernés par la question s'expriment, donnent les arguments en faveur de l'un ou l'autre cas, et à la fin, le candidat Bello aussi est engagé. Une fois que tous les Camerounais auront été éclairés sur les tenants, les aboutissants de l'une ou de l'autre forme de l'État, soumettre cette question au référendum. Il n'y a pas meilleure façon d'écouter ses compatriotes que de leur dire « prononcez-vous en connaissance des causes », parce que ce sera à l'issue d'un large débat, « prononcez-vous et nous allons aller dans le sens que vous aurez décidé à travers un référendum ». Pourquoi les autres ont peur de procéder ainsi? Pourquoi? Si on veut gouverner pour les Camerounais, qu'on leur donne la parole. D'abord dans un débat,
parce qu'il faut qu'on se comprenne, que chacun donne ses arguments. Et ensuite, la seule façon de trancher ce genre de débat, c'est de dire votez tous ensemble pour déterminer, maintenant que vous êtes éclairés sur les deux formes de l'État, choisissez celle qui vous convient le mieux. D'accord. Enfin, pour terminer sur ce volet des réformes, l'ouverture à la double nationalité, je vous le permets. J'ajoute que, merci, qu'il ne faut pas qu'on ait le sentiment que ce sont les francophones qui sont pour la décentralisation et les anglophones pour le fédéralisme. Pas du tout. Lorsque le candidat Bello a écouté, et tous ceux qui écoutent les Camerounais comme lui, nous savons que les deux formes de l'État sont partagées des deux côtés du fleuve, le Mongo. Il y a des fédéralistes nombreux en zone francophone, il y a des unitaristes nombreux en zone anglophone. Donc il ne faut pas qu'on ait l'impression que le référendum, ce sera anglophone contre francophone. Pas du tout. Ce sera un référendum national. Un référendum national où des francophones diront « nous préférons le fédéralisme » et où des anglophones diront « nous préférons l'État unitaire décentralisé ». C'est juste un exemple. Hein. Il y aura des voix pour et contre de part et d'autre et dans toutes les régions. Venons-en à la double nationalité, cette ouverture que vous prévoyez. Est-ce un changement majeur? Quelle logique politique et économique sous-entend ce choix? La logique politique d'abord, la logique économique ensuite. La logique politique, c'est que le fait que des Camerounais, pour des raisons de convenance personnelle, soit pour des études, soit pour le travail, soit pour quitter la précarité ambiante au niveau du Cameroun, se soient expatriés, soit pour les études, soit pour travailler, soit pour d'autres raisons, et étaient obligés de prendre la nationalité du pays d'accueil pour terminer leurs études, travailler, avoir des conditions de vie meilleures. Je n'ai rencontré jusqu'à aujourd'hui, et le candidat Bello n'a rencontré jusqu'à aujourd'hui, aucun Camerounais dans ce cas qui ne se sent toujours pas Camerounais à 100%. Les convenances de la vie de travail ou d'études n'a jamais enlevé à un Camerounais ses racines de Camerounais. La preuve, aujourd'hui, même s'ils ne sont pas tous électeurs potentiels, parce que les conditions de vote à l'étranger sont très contraignantes, il faut aller voter uniquement là où il y a une ambassade ou un consulat, ce qui exclut du vote 80 à 90% des Camerounais établis à l'étranger. Mais tous ceux-là, on les écoute tous les jours, sont pleinement engagés dans cette campagne électorale, donnent leurs idées, critiquent, proposent, ce qu'ils ne font pas pour les pays dans lesquels ils ont la nationalité de confort aujourd'hui. C'est dire que d'abord, sur le plan politique, il faut rétablir cette justice en permettant aux Camerounais qui ont choisi une autre nationalité pour des raisons de survie, de convenance ou de travail ou d'études, de rester Camerounais. Ça donne la double nationalité. Sur le plan économique, aussi bien en termes d'investissement que d'emploi, un Camerounais qui est à l'étranger, qui a des facilités d'investir dans son pays parce qu'il est Camerounais, dans notre programme économique, on en parlera tout à l'heure peut-être, apporte un support, une addition de près de 2 à 3% du PIB à la richesse nationale, simplement pour toutes les ressources que les Camerounais à l'étranger peuvent apporter. Nous savons que la plupart vivent dans les pays industrialisés, très riches, qui ont comme monnaie de référence soit l'euro, soit le dollar, soit le yuan, et que toutes les ressources qu'ils ont ainsi peuvent facilement aider, accélérer la croissance de notre économie au niveau local. Donc, aussi bien sur le plan politique que sur le plan économique, le Cameroun n'a que des intérêts à adopter une loi sur la double nationalité. Cette loi a été promise il y a plus de 10 ans. Elle aurait dû d'ailleurs être promise beaucoup plus tôt, mais entre promesses et promesses, on n'a rien. Le candidat Bello s'engage dans ces mesures d'urgence à faire adopter une loi rétablissant ou établissant la double nationalité.
Abordons à présent les questions de transformation économique et structurelle. Le programme vise une croissance économique supérieure à 8%. Quels sont les moteurs identifiés pour atteindre un tel niveau de croissance? Alors, il faut déjà comprendre que le diagnostic de la situation économique de notre pays et les mesures que le candidat Bello entend prendre sont basés sur 3 axes stratégiques principaux. Le premier axe stratégique, c'est développer les capacités de production et de redistribution. Ça veut dire mettre en place un système qui permette d'accélérer la production. Et plus vous accélérez la production, plus vous produisez davantage, plus vous avez des ressources, des richesses à distribuer. On va peut-être en parler dans quelques instants. Le deuxième axe, c'est mobiliser les leviers de la production. Les principaux sont les infrastructures, notamment routières, les infrastructures énergétiques et l'eau. On ne va pas tout embrasser, mais vous comprenez que les principaux leviers de la croissance, c'est les infrastructures routières, les infrastructures énergétiques et la production et la distribution d'eau potable. Et le troisième axe stratégique, c'est améliorer le cadrage économique et la gouvernance. Si vous souhaitez, on pourra en parler dans le détail, mais voilà les grands axes qui sous-tendent le programme économique, le programme de transformation économique du candidat Bello. On en parle en détail, mais avec des questions précises sur certains secteurs, notamment la réforme fiscale et financière que vous annoncez également. Ces réformes accompagneront cette ambition de croissance soutenue, mais par quel mécanisme? Bien. Les principaux leviers de relance ou d'accélération de la croissance, c'est d'abord dans les secteurs de l'agriculture, de l'industrie et des services, mais également de la transformation locale. Le langage courant, c'est la politique d'import-substitution, ce qui ne veut pas dire grand-chose. Ce qui est important pour nous, c'est qu'à partir de nos ressources locales, qu'on les transforme d'abord localement avant de les exporter. Si on produit plus, qu'on transforme plus localement et on consomme et on exporte une autre partie, d'office, ce qu'on appelle import-substitution se réalise. Donc l'import-substitution n'est pas un objectif. L'objectif, c'est produire plus, transformer plus localement, exporter une partie, consommer l'autre partie. Ça part donc de ce qu'on appelle accélérer les facteurs de croissance. Entre le capital humain et le capital travail, il s'agit de créer ce qu'on appelle l'augmentation des résultats à travers le progrès technique, l'innovation et l'amélioration des facteurs. À partir de là, on sait que si on produit beaucoup plus, on en aura suffisamment pour exporter, pour consommer. Les ressources qui en proviennent permettent qu'on redistribue davantage aux populations, allégeant ainsi leurs conditions de vie. Ces transformations seront-elles accompagnées de lois de protectionnisme? Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans un monde qu'on dit globalisé, qui est régi sur le plan commercial par les règles de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, qui interdisent le protectionnisme. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas fermer vos frontières pour privilégier votre production locale. La ressource, la clé, c'est de produire localement et qu'au bout du compte, votre prix de vente soit plus avantageux que le prix de vente des produits importés. Vous ne pouvez pas fermer les frontières. C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup s'amusent à violer les règles du commerce international, les règles sur la douane et autre chose, mais si on veut rester dans un monde civilisé, il faut respecter les conventions que nous avons signées, notamment celle de l'OMC, qui interdisent
le protectionnisme. Il faut laisser les frontières ouvertes et faire la compétition avec les produits qui entrent. Pour le faire, il faut produire plus et vendre moins cher que les produits importés. Dans la même mouvance, le candidat parle d'un programme de reconstruction des infrastructures vitales. Quels sont les chantiers prioritaires qui seront lancés dès la première année et qui, c'est peut-être progressivement, comment va s'étendre? Vous savez qu'aujourd'hui, nous avons un parc routier d'environ 122 000 km, dont simplement 9 à 10% sont bitumés. C'est-à-dire environ 11 000 km de routes sont bitumées. Parmi les 11 000 km de routes bitumées, la moitié est en mauvais état. Quand on prend le triangle de référence, Douala, Yaoundé, Bafoussam, où la circulation est la plus importante. Le triangle fait 800 km. L'axe qui est aujourd'hui en état à peu près correct, c'est l'axe Yaoundé-Bafoussam. Donc un tiers des 800 km est en bon état. Par conséquent, les 2 tiers sont en mauvais état. Si on prend ce triangle comme étant une référence qui parle à tout le monde, en tout cas à beaucoup de Camerounais, on constate que sur les 11 000 km de routes bitumées au Cameroun, plus de la moitié est en mauvais état. Voilà, 122 000 km de route, 11 000 bitumées, 6 000 en mauvais état parmi les routes bitumées. Voilà le diagnostic qui est fait. Il faut prendre ce problème à bras le corps, reconstruire les routes, augmenter le volume de routes construites, mieux les bitumer. Chacun comprend que les routes se dégradent rapidement parce qu'elles n'ont pas été bien bitumées. On a beaucoup d'exemples, on n'a pas le temps de les citer, mais chacun comprend qu'il faut mieux construire, plus construire. Ça, c'est pour les infrastructures routières. D'autres secteurs. Comment serait l'accès universel à l'eau potable? C'est une problématique importante, mais aussi à l'électricité. Et voilà la question, sans aggraver la dette publique. Il n'y a pas de dette publique à aggraver. D'abord, vous aurez remarqué que l'ensemble du programme du candidat Bello, qui se chiffre à 60 000 milliards de francs sur 7 ans, est financé principalement par des ressources internes. J'ai dit principalement, je n'ai pas dit exclusivement. Donc, et la politique qui est proposée, c'est de réduire l'endettement, réduire la dette publique. Donc, il est exclu qu'en modernisant les infrastructures, qu'on s'endette plus. Il s'agit davantage de réduire la dette publique et de mobiliser plus de ressources internes. Des modèles ont été proposés pour cela. Donc, en ce qui concerne les infrastructures énergétiques, le scandale auquel nous assistons, c'est que le Cameroun, ayant la 2e réserve en eau d'Afrique, en termes de fleuves, a le taux d'électrification parmi les plus bas. 71% de ménages camerounais ont accès à l'électricité, chiffre officiel d'Eneo, alors que la moyenne de pays comparables est de 90%. C'est un scandale. Les autres pays n'ont pas autant de ressources hydrauliques que nous. Donc, il s'agit simplement de respecter les ressources que nous avons et de produire davantage d'électricité. C'est dans les négociations avec les partenaires qu'il faut déterminer les coûts et veiller à ce que les commissions et les rétrocommissions soient supprimées. C'est pareil pour l'eau. Un pays qui a autant d'eau qui coule n'arrive pas à donner de l'eau à boire à ses compatriotes. D'accord. Vous avez également pris des engagements concernant l'industrialisation de notre pays. Pour vous, quels secteurs seront les premiers catalyseurs de cette industrialisation? Sur cette question, il faut comprendre que l'État doit se limiter à mettre en place les conditions, les structures de l'industrialisation.
l'énergie, les routes, l'eau principalement. Il revient au secteur privé de créer des structures de production. L'État, ici, nulle part ailleurs, n'a pour vocation de faire de la production. Le secteur privé camerounais est très dynamique, ingénieux, innovateur. Il faut lui créer les conditions de son épanouissement. Au-delà de ces structures que j'ai indiquées, route, énergie, eau, il faut donner à ce secteur privé un climat des affaires qui lui permet d'avoir de la prospective, parce que beaucoup font des projets à court terme parce qu'ils ne savent pas de quoi le lendemain sera fait. Naturellement, la sécurité juridique, la sécurité judiciaire sont des préoccupations de tous nos hommes d'affaires. Avec les réformes que j'ai indiquées sur le plan politique, le climat des affaires permettra au secteur privé de se déployer, y compris sur le long terme, en toute confiance et en toute sécurité. D'accord. Autre équation à résoudre, comment attirer les investisseurs étrangers tout en protégeant les intérêts nationaux? Maintenant, la réponse est maintenant partagée par la plupart des économistes à travers le partenariat public-privé. C'est un système qui permet à toutes les parties, le secteur public qui protège l'intérêt national, le secteur privé dont la vocation est de créer des richesses et de tirer des revenus de ces richesses, de travailler ensemble. Donc nous pensons que si des partenariats publics-privés conclus de manière juste et équitable entre le secteur public et le secteur privé sont développés, la confiance régnera entre les partenaires au bénéfice de ce que j'ai dit avant sur le climat des affaires, de telle sorte que les investisseurs étrangers affluent au Cameroun. Nous avons vécu au cours des dernières années de nombreuses visites d'investisseurs qui sont venus, ont rencontré les plus hautes autorités, ont pris des photos, ont annoncé des promesses, ne sont plus revenus. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur en l'avenir. Leurs investissements ne sont pas sécurisés. Je rappelle que nous sommes avec le sénateur Pierre Flambeau-Ongayab, le directeur de campagne du candidat Bello Bouba Maïgari pour l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. Avec lui, on égrène les grandes lignes du programme du candidat pour vous édifier, chers téléspectateurs, chers électeurs, qui sait peut-être ce sera votre choix ou non. Abordons à présent les questions de capital humain et de services sociaux. L'éducation est présente comme une priorité dans votre programme, monsieur le sénateur ou celui de votre candidat. Quelle réforme du système éducatif proposez-vous pour le rendre plus adapté au marché de l'emploi? Il faut déjà comprendre que le slogan en matière d'éducation du candidat Bello, c'est « L'éducation est le meilleur investissement ». L'éducation est le meilleur investissement. Nous avons parlé tout à l'heure des investissements économiques, mais au bout du compte, c'est l'éducation qui est le meilleur investissement. Parce que, au-delà de l'intelligence artificielle, au-delà d'Internet, qui tous aident à la décision, rien ne remplacera jamais le cerveau de l'humain. Il faut donc former ces cerveaux. Pour ce faire, nous voyons tous l'état de délabrement du système éducatif au Cameroun, du primaire au supérieur, en passant par le secondaire. Le candidat Bello souhaite réformer entièrement le système éducatif. Le chiffre qui est dans son programme, c'est recrutement de 10 000 enseignants, tous degrés confondus. On ne rentre pas dans les détails, tous degrés confondus, maternelle, secondaire, supérieur, comme mesure d'urgence.
Parce que nos enfants ont besoin d'enseignants en nombre et d'enseignants qualifiés. De nombreux enseignants sont formés dans les structures publiques et privées et passent l'essentiel de leur vie à la débrouillardise pour ceux qui ont trouvé quelque chose à faire et au chômage pour les autres. Il faut occuper tous les enseignants formés. Quand on ne nous demande pas, on va les payer avec quoi? Notre programme de 60 000 milliards de francs CFA est un programme en dépenses et en ressources. Nous indiquons clairement dans notre programme d'où viendront les 60 000 milliards. Ils serviront donc, entre autres, à payer tous les fonctionnaires nouveaux que nous allons recruter pour l'enseignement. Il faut que l'enseignement soit de qualité. Première condition, que les enseignants eux-mêmes soient bien formés et soient sereins dans leurs conditions de travail et de vie pour se donner à la tâche d'enseignement. Les élèves aussi, les apprenants, doivent être dans des conditions optimales pour étudier, aussi bien au primaire qu'au secondaire qu'au supérieur. Toutes les classes, tous les amphithéâtres sont bondés. Malgré des mesures qui ont été prises pour alléger les effectifs des classes. Mais chacun sait que ces mesures ne sont pas appliquées. Ça suppose la construction des salles de classe, la construction des amphithéâtres, la construction des laboratoires, la construction d'ateliers dans les enseignements techniques. Tout cela est financé par le programme du candidat Bello. Voilà la matrice générale de la réforme du système éducatif. Recruter les enseignants, avoir une meilleure formation, avoir du matériel approprié pour recevoir les étudiants en termes d'espace et d'équipement. En matière de formation professionnelle, comment l'État accompagnera-t-il le secteur privé? Déjà, dans le secteur de la formation professionnelle, il faut comprendre qu'aujourd'hui, la niche la plus importante en matière de création d'emplois, c'est dans le numérique. C'est une niche inépuisable parce qu'il y a encore 3-4 ans, on ne parlait pas d'intelligence artificielle, on ne parlait que d'Internet et de ses ersatz, les différentes plateformes numériques. Depuis 3-4 ans, l'intelligence artificielle est venue booster le paysage du numérique dans le monde. Tout cela crée de nouveaux emplois dans tous les secteurs. Le candidat Bello, dans son programme, prévoit de faire du sud-ouest la Mountain Valley du Cameroun, par analogie à la Silicon Valley de Californie. Il faudra investir abondamment dans ce secteur pour occuper le maximum d'intelligence de jeunes. Donc, au lieu de former les jeunes dans tous les emplois, dans tous les métiers, il faut cibler les métiers porteurs, rémunérateurs et qui ont de l'avenir. C'est principalement dans le numérique. Et chacun constate qu'aujourd'hui, y compris même à la faveur de ces campagnes électorales, le numérique est au cœur de la campagne. Combien de jeunes pourront-ils ou pourraient-ils être impactés? Le programme global du candidat Bello sur les 7 années de recrutement, c'est 5 millions de recrutements de jeunes sur cette période-là. Ce chiffre est dans son programme et naturellement, comme je l'ai indiqué, il est financé par le budget du programme. Sur la santé, vous évoquez une expression novatrice. Que signifie concrètement la rénovation totale du système évoqué dans le programme de votre candidat? Nous sommes dans un pays où chacun qui a un peu de moyens pense d'abord à aller se faire soigner hors du Cameroun. 65 ans après l'indépendance, nous pensons avoir aujourd'hui suffisamment d'expertise parmi les médecins, toutes spécialités confondues, pour qu'ils puissent soigner leurs compatriotes au Cameroun. Qu'est-ce qu'ils demandent?
les plateaux techniques. Le savoir-faire est là. Il demande plateau technique. Plateau technique, c'est de l'argent. Il faut équiper les hôpitaux. Pourquoi aller en Tunisie, au Maroc, en Afrique du Sud, pour ne parler que des pays africains, où nos compatriotes vont, alors que ce sont des pays qui ne sont pas spécialement plus développés que nous. C'est parce qu'ils ont investi dans les plateaux techniques médicaux pour soigner et leurs compatriotes et ceux qui viennent de l'extérieur comme les Camerounais. Il faut investir dans la santé. Il faut investir dans l'approvisionnement en médicaments essentiels et qu'ils soient vraiment, à défaut d'être gratuits, les moins chers possibles. Les villes camerounaises souffrent, on en a certainement l'expérience à travers le Cameroun, d'un problème d'assainissement chronique. Dans votre programme, vous évoquez la question, mais comment comptez-vous y remédier efficacement? C'est devenu la risée des Camerounais. Les Camerounais se moquent d'eux-mêmes tous les jours en voyant les montagnes d'ordures quand ils passent dans les cités de notre pays. Plus personne ne prend ça au sérieux. Chacun rit quand il passe et voit ces montagnes d'ordures. Parce que c'est devenu un décor quotidien de notre vie. Je pense que dans un pays normal, la première chose à faire, c'est la propreté. Propreté, c'est enlever les ordures, les collecter, les trier au besoin, et puis détruire ce qu'il faut détruire, recycler ce qu'il faut recycler. Ça ne demande pas une expertise, il ne faut pas être ingénieur pour faire cela, il suffit d'un peu de bon sens et d'allouer un peu de moyens à ces mesures d'enlèvement et de destruction des déchets. Sur cette question, on l'a évoqué rapidement tout à l'heure sur la question de la forme de l'État, que ce soit le fédéralisme ou la décentralisation, il faut confier ces tâches aux structures locales. Ce sera les mairies, les régions en situation de décentralisation, ce sera les États fédérés et leurs communes en structure fédérale. Il faut décentraliser au maximum, permettre au niveau local d'avoir les ressources pour gérer ces questions. Et l'engagement que le candidat Bello prend, c'est que 25% des ressources de l'État seront affectées à ces entités locales, qu'elles soient fédérées ou décentralisées. Encore deux thèmes majeurs à évoquer en une vingtaine de minutes qui nous restent, à Monsieur le sénateur, le directeur de campagne, la fonction publique et la protection sociale et la diaspora. Mais avant, parlons de gouvernance, décentralisation et lutte contre la corruption. Le programme prévoit d'alléguer 25% des ressources de l'État aux collectivités locales d'ici 2030. Comment garantir une utilisation transparente et surtout efficace de ces fonds? Ça, c'est le genre de questions qui nous embête. Comment nous assurer que les responsables locaux vont bien utiliser les fonds? Ça ne devrait pas vous embêter, d'autant plus qu'on est dans un environnement de corruption. Justement, c'est la question que nous ne voulons plus poser. Il faut faire confiance aux gens, localement. C'est ce raisonnement qui fait que les ressources ne vont jamais être transférées localement parce que ceux qui sont au niveau central pensent qu'ils sont plus intelligents, alors qu'on sait pourquoi ils ne veulent pas transférer, et pensent que s'ils transfèrent, ce sera mal géré au niveau local. C'est le contraire. C'est parce que c'est mal géré au niveau central que nous demandons de faire confiance à ceux qui gèrent au plus près. Je ne vais pas utiliser un terme savant, le principe de subsidiarité, qui consiste à donner le pouvoir à ceux qui sont le plus près des problèmes. Ce principe, il est connu. Il faut faire confiance à ceux qui sont près des problèmes. Quand vous êtes à Yaoundé, vous ne pouvez pas connaître les problèmes de ceux qui sont dans les régions et dans les communes. Il faut leur faire confiance. D'autant plus qu'eux, ils sont élus. Vous, les ministres, vous n'êtes pas élus. L'élu a un compte à rendre après la fin de son mandat. Voilà le double avantage de faire confiance aux locaux, collectivités locales ou États fédérés. Il faut leur faire confiance parce qu'eux, ils rendent compte tous les 5 ans.
S'ils ont bien travaillé, ils seront élus. S'ils ont mal travaillé, ils seront changés à la faveur d'un code électoral transparent et équitable. La lutte contre la corruption, on l'a dit, est souvent annoncée, mais difficilement implémentée, ou du moins les résultats ne sont pas toujours visibles, malgré tous les rapports de la CONA. Quelle méthode ou institution nouvelle proposez-vous pour en venir à bout? Je vous donne un exemple, deux exemples de raisons pour lesquelles on ne vient pas à bout de la corruption dans notre pays. Deux exemples. Premier exemple, depuis 30 ans, disons 29 ans, la Constitution du Cameroun prévoit, à l'article 66, une déclaration des biens et avoirs. Constitution de 1996. C'est ça. Ça, j'ai dit 30 ans. Je ne suis pas là pour vous poser des questions, mais comme ça, on pose des questions comme ça pour tout le monde. Qui peut dire pourquoi, après 30 ans, cette disposition n'est pas appliquée? Qui peut le dire? Personne. Vous comprendrez que je ne présente pas le programme de votre candidat, donc je répondrai pas. Non, je pose la question à tous ceux qui nous écoutent et nous regardent. Personne ne peut comprendre que 30 ans après, cette petite disposition soit l'une des rares dispositions de la Constitution qui refuse de s'appliquer. Pourquoi? Parce que si ça s'applique, beaucoup de gens seront pris la main dans le sac. Deuxième exemple, voilà déjà une formule de lutte contre la corruption. Si cette disposition était appliquée, une bonne partie de la corruption disparaîtrait. Deuxième exemple, il y a une disposition que beaucoup de pays connaissent et que nous connaissons ici parce que nous vivons cela sans peut-être savoir ce que c'est, ce qu'on appelle l'enrichissement illicite. Vous gagnez 200 000 francs par mois. Quelqu'un vous dit, ah, mon ami là qui gagne 200 000 euros, voilà son immeuble de 6 étages. Personne ne peut lui demander, monsieur, l'immeuble là, vous l'avez construit avec quoi? Personne ne demande ça, parce qu'il n'y a aucune base légale pour le lui demander. C'est ce qu'on appelle l'enrichissement illicite. Il n'existe pas au Cameroun une incrimination de l'enrichissement illicite. Aucun article du Code pénal ne permet de déposer une plainte et de condamner quelqu'un parce qu'il se sera enrichi de manière illicite. Pourtant, nous voyons bien les centaines d'immeubles qui poussent comme des champignons dans toutes nos cités, pas seulement dans nos cités, dans les villages. Parlons pas de ce qui c'est à l'étranger que nous ne voyons pas, qui sont 100 fois, 500 fois plus élevés que leurs revenus. Vous imaginez ce qu'on pourrait gagner si on attrapait tous ces biens à la faveur d'une loi sur l'enrichissement illicite? Voilà les ressorts de la lutte contre la corruption. Cas d'école. Vous êtes au pouvoir au soir du 12 octobre, disons à la prestation, au lendemain de la prestation de serment. Ce que vous avez cité, qui est visible dans nos cités, des immeubles qui poussent à bout de chemin, des entreprises qui se créent sans forcément que les moyens soient déclarés, les moyens qui permettent de les avoir. Le président Bello Bouba, sous le label de la lutte contre la corruption, sera-t-il une chasse aux sorcières? Non, il appliquera simplement les lois et en fera voter d'autres. La Constitution prévoyant à l'article 66 la déclaration des biens, il va immédiatement demander à tous ceux qui détiennent une parcelle de pouvoir, qu'ils soient élus ou nommés, de déclarer dans le mois qui suit tous leurs biens, avec une commission de vérification bien entendu. À partir de là, on commencera à savoir ce que chacun a. Il fera voter tout de suite une loi sur l'enrichissement illicite qui sera insérée au code pénal. Je ne rentre pas sur le débat de rétroactivité. Est-ce que ceux qui ont construit leur immeuble avant le vote de la loi seront... Les juristes trouveront une formule pour adapter cette loi aux faits existants. On ne peut pas laisser que des gens se moquent de l'ensemble de la population en excipant une richesse indue qui, naturellement, est le produit de la corruption. D'accord. Pourra-t-il montrer l'exemple? Est-il prêt à déclarer ses biens? Je ne dirais pas s'il est prêt ou pas.
Chacun le voit dans la vie publique depuis 40 ans. Chacun voit son train de vie. Hein. Je pense que chacun, je ne dirais pas vous, parce que vous allez me dire que vous n'êtes pas là pour témoigner de ce que vous voyez. Ce que fait l'UNDP. Oui, chacun peut témoigner de la modestie du candidat Bello Bouba Maïgari. Quelles réformes permettront donc, sous ce label de la lutte contre la corruption, de moderniser l'administration et surtout d'améliorer le service public? La première chose, je pense que nous vivons comme si on avait oublié le passé, et un passé récent. Après la dévaluation du franc CFA en 1994, les salaires des fonctionnaires ont été divisés par 2. Cela a nourri la corruption par la suite, bien entendu. Si vous aviez 100 000 et qu'on avait plus 50 000, vous ne pouvez pas continuer à vivre comme avant sans trouver des voies alternatives qui ne sont pas des voies légales. Donc cette opération a nourri la corruption et a rendu la population pauvre parce que les fonctionnaires sont ceux qui déversent dans la société ce qu'ils ont. La première mesure, ce sera de revaloriser substantiellement la rémunération des fonctionnaires. L'engagement qui est pris, c'est de doubler le SMIC. Ceux qui ne connaissent pas la comparaison doivent savoir que, alors que le SMIC au Cameroun est à 44 000 francs, à la faveur du décret du Premier ministre de février 2024, le SMIC est à 75 000 francs en Côte d'Ivoire, il est à 110 000 francs au Sénégal. Vous allez me dire, oui, c'est des pays qui sont un peu éloignés des nôtres, est-ce que les conditions, l'environnement est le même? Venons donc en Afrique centrale. Là, au moins, nous avons des pays qui sont appelés quotidiennement plus petits que les nôtres, aussi bien sur le plan économique que sur le plan du capital humain. Le SMIC au Tchad est à 70 000 francs. Le SMIC au Congo, Brazzaville, est à 90 000 francs le mois. Le SMIC en Guinée équatoriale est à 130 000 francs CFA. Le SMIC au Gabon est à 150 000 francs CFA. Voilà nos voisins, qu'on dit chaque jour plus pauvres que nous, mais qui donnent le minimum à leurs citoyens. Lorsque le candidat Bello dit qu'il va doubler le SMIC, il n'exagère pas. C'est un minimum pour s'aligner au moins sur les plus petits de l'Afrique centrale. D'accord. Fonction publique, protection sociale et diaspora, c'est la dernière ligne droite sur 4 questions. Le doublement du salaire minimum, vous le dites, est une promesse, vous l'avez dit. Mais y compris pour le secteur privé. Hein. Ah d'accord. Oui, y compris pour le secteur relevant du Code du travail. Vous prenez des... Doublement du SMIC. D'accord. Que recouvre exactement... En doublant le SMIC, tout ce qui était dans la tranche intermédiaire passe au-dessus du SMIC, naturellement. Si vous aviez 65 000, si le SMIC passe à 80 000, vous passez forcément au-dessus de 80 000. Donc c'est un mouvement d'ensemble. D'accord. Sur les questions de fonction publique, protection sociale et diaspora, que recouvre exactement le concept, vous le proposez dans votre programme, de revenu de survie évoqué dans le programme? Alors, le revenu de survie, c'est un complément des allocations familiales. Je pense que chacun comprend qu'il faut augmenter les allocations familiales. Ce n'est pas votre question, mais il faut rappeler cela. C'est important d'augmenter les allocations familiales pour permettre aux familles d'avoir de meilleures conditions de vie. Le revenu de survie, c'est ce qu'on donne aux survivants du travailleur décédé. Ça peut être son conjoint ou sa conjointe. C'est aussi, et ça c'est l'innovation du candidat Bello, aussi les enfants du père survivant, du père décédé ou du parent décédé. C'est ça le revenu de survie, pour permettre que la fin de la vie d'un parent ou d'un conjoint ne rende pas la conjointe ou le conjoint et les enfants du parent décédé, ne les envoie pas dans la précarité. C'est ce revenu de survie qui permet d'assurer un minimum aux survivants lorsque la personne décédée n'a plus naturellement les moyens de subvenir aux besoins de la famille.
Ce revenu de survie que le candidat Bello s'engage à mettre en place, ça existe déjà un peu pour les conjoints, mais il faut augmenter ce revenu de survie et l'étendre aux enfants du parent décédé. Et le candidat Bello va plus loin. Le revenu de survie doit également aller jusque dans l'informel pour permettre que les enfants ou les conjoints des personnes qui vivent dans l'informel, une fois qu'ils se sont formalisés ou ont pris la voie de la formalisation, et de rentrer dans le formel, puissent ne pas se retrouver dans une précarité totale parce que le chef de famille, homme ou femme, serait décédé. Vous parliez tout à l'heure du doublement du salaire minimum, donc le SMIC. Comment vous financez tout cela? Nous finançons tout cela par un ensemble de mécanismes qui sont dans le chapitre ressources du programme du candidat Bello, qui partent de la réforme fiscale, une réforme fiscale qui permet d'élargir plus qu'aujourd'hui l'assiette fiscale, d'augmenter les mécanismes de collecte de la fiscalité en renforçant les moyens numériques de collecte de la fiscalité. Un début est commencé là, on est dans une période de tâtonnement, mais pourtant les moyens numériques existent pour généraliser la collecte des fonds par le numérique. Ce faisant, si vous payez tous les impôts, tous les droits de douane, tous les impôts indirects par la voie numérique, vous coupez du coup toutes les sources de corruption qu'il y a dans la collecte des impôts ou le paiement des impôts. Quand vous arrivez chez un contribuable, vous lui montrez son redressement, il dit, bon, moi je vous donne 10%, et vous abattez ce que je vous dois de 50%, la moitié de ce qui devait revenir à l'État a disparu, ainsi entre deux personnes. D'accord. Quand on s'inquiétait d'une augmentation d'impôts? Non, pas nécessairement. Il faut élargir la fiche fiscale, c'est-à-dire élargir le nombre de personnes susceptibles de contribuer à la charge de l'État, et ensuite augmenter les mécanismes de recouvrement de ces impôts. On parlait de la double nationalité tout à l'heure, c'est-à-dire que la question de la diaspora est une question importante pour notre pays, sur le plan politique, mais également sur le plan économique. Quelles politiques spécifiques sont prévues par votre candidat pour impliquer la diaspora dans le développement économique et social national? La première idée que nous comptons mettre en œuvre, après les entretiens que nous avons eus avec les leaders de la diaspora, les nombreuses associations qui existent à l'extérieur du Cameroun regroupant la diaspora, l'une des idées que la diaspora propose et que le candidat Bello compte accepter, c'est de créer une banque de la diaspora, qui naturellement sera une banque classique, mais principalement alimentée par les fonds de la diaspora et gérée par la diaspora, bien entendu. Bien entendu. Et ils ont largement... Pour créer une banque au Cameroun, il suffit d'avoir 10 milliards. Bon, je pense que 3 ou 4 riches de la diaspora peuvent, à eux seuls, créer une banque. Mais naturellement, ils sont suffisamment nombreux pour mettre au moins 200 milliards pour créer une banque qu'ils gèrent eux-mêmes. Bien entendu, comme toute banque, n'importe quelle personne, camerounaise ou non, peut ouvrir un compte dans cette banque, mais quand la diaspora se sent propriétaire d'une banque, gère la banque avec ses expertises, vous imaginez combien de milliards et de dizaines de milliards peuvent être injectés chaque année dans l'économie via ce flux diaspora Cameroun localement. Avant-dernière question, enfin, quelle place votre candidat, monsieur le sénateur, réserve-t-il aux syndicats et au dialogue social dans la mise en œuvre de ces réformes économiques et sociales? C'est parce que le programme du candidat Bello est attractif que vous avez remarqué que l'un des principaux syndicats au Cameroun, la Cameroon Workers Forum de Benoît Esiga, à Nanga, a accepté de s'extériorer, de montrer qu'il prend l'engagement de soutenir la coalition Bello Bouba Maïgari, qui est composée de lui-même, du bâtonnier Akeremouna et de M. Ateki Seta Kaston. Cette coalition qui est donc renforcée par le mouvement syndical. C'est rare que dans notre pays, des mouvements syndicaux s'affichent publiquement derrière un candidat.
Ça peut se voir dans les pays occidentaux, mais dans nos pays, il y a une certaine réserve du mouvement social, du mouvement syndical, à s'engager publiquement. Mais voilà un grand syndicat qui a trouvé le programme du candidat Bello attractif et a décidé de le soutenir en invitant, en donnant un mot d'ordre formel à tous ses adhérents de voter pour Bello Bouba Maïgari. Ça montre que notre volonté du dialogue social est sincère et entier. Nous ne pouvons pas gouverner sans y associer les forces vives, aussi bien le mouvement syndical des travailleurs que le mouvement syndical du patronat. Je pense que tout cela fait partie du package du candidat Bello, qui dit à l'État ses fonctions régaliennes, au privé, aux travailleurs, aux patrons du secteur privé, le moteur de l'économie. À présent, monsieur le directeur de campagne, je vais vous inviter à regarder votre caméra. Vous allez dire un message aux 8 millions et plus de Camerounais qui sont les électeurs du 12 octobre prochain, le message pour lequel ou à travers lequel vous pensez que votre candidat est le choix qui doit être porté dans les urnes. Chers compatriotes, je me réjouis d'avoir la confiance du candidat Bello Bouba Maïgari, qui m'a désigné coordonnateur national de sa campagne et son porte-parole dans cette campagne. Et c'est avec humilité que je voudrais que vous adoptiez son programme que j'ai pris 90 minutes à vous présenter, qui est le seul programme qui est chiffré. C'est dire qu'il ne s'agit pas d'annoncer des promesses, mais il faut dire comment financer ces promesses. Notre programme dit point par point, chapitre par chapitre, comment ces promesses seront financées. Le candidat Bello, on ne vous le présente plus. Il est sur la scène politique depuis 50 ans. Il a occupé les plus hautes fonctions de l'État. Premier ministre, ministre d'État. Et pendant toute cette période, il a montré sa droiture, son intégrité, son honnêteté, son sens de l'État. Cet homme d'État n'a jamais trahi. Il a toujours été auprès de vous. Dans cette campagne, il a pris son bâton de pèlerin pour rencontrer les candidats, pour rencontrer les personnalités, pour rencontrer les mouvements syndicaux et politiques, pour appeler à une union de force. Il remercie ceux qui ont répondu à son appel, notamment le bâtonnier Akeremouna et le président Ateki Seta Kaston et les autres partis politiques et les mouvements syndicaux qui ont officiellement annoncé leur soutien. C'est important de montrer que la dynamique de la coalition, c'est Bello qui la porte. Dans les jours qui viennent, d'autres ralliements vont être manifestés qui témoigneront de la direction que prend le mouvement de transformation du Cameroun, parce que c'est son slogan, transformer le Cameroun avec vous. Merci, monsieur le directeur de campagne, de nous avoir accordé ce temps d'antenne, consacré évidemment à la présentation à nos téléspectateurs, mais surtout et aussi aux Camerounais électeurs du 12 octobre prochain, son programme, un programme, vous l'avez dit et rappelé, qui parle de transformation du Cameroun pour placer la réconciliation nationale, la refondation institutionnelle et la relance économique au cœur du projet. Merci à vous d'avoir regardé cette édition de l'entretien avec. Bonsoir et à la prochaine.